Main sur le cœur, qui est une ASBL, qui s'occupe spécialement des orphelins vivant avec le VIH. Donc on a créé la Main sur le cœur en 2017 parce qu'on a trouvé qu'il y avait un besoin. Il y a la journée mondiale des orphelins du SIDA qui est le 7 mai. C'est une journée mondiale qui existe, hein, donc nous ne l'avons pas inventée. Et lorsque nous sommes venus la première fois à Kalimbélé en 2017, on avait trouvé que le bâtiment qui recevait en fait, les enfants pour la prise en charge, pour le suivi, n'était pas dans un bon état. C'était pratiquement en fait, abandonné, c'était très sale et même l'hôpital du jour. Alors nous nous sommes dit, comme on faisait une soirée de gala, nous nous sommes dit pourquoi l'argent que nous allons récolter, pourquoi ne pas réhabiliter l'unité de maladies infectieuses. Donc cette petite salle de classe était divisée en deux. Donc il y avait la partie où on recevait les enfants et derrière c'était les archives. C'était rempli de cartons et des malles. Alors pour nous c'était pas du tout concevable que lorsque l'enfant arrive, parce que c'est l'endroit où il passe plus de temps. Parce qu'il est concerné par le VIH, à l'époque il venait tout le temps. Donc pour être reçu, pour prendre ses médicaments, pour voir un médecin, parce que soit il avait une fièvre, il développait une tuberculose, il avait une malaria, il était hospitalisé. Donc les enfants passent tellement plus de temps ici à l'hôpital que chez eux à la maison. Donc il fallait aussi que nous, en tant que parents, en tant qu'association, que nous puissions créer un cadre beaucoup plus convenable pour les enfants. Donc en récoltant ce que nous avons récolté la première fois en 2017, nous sommes revenus voir le médecin directeur de l'hôpital, le Dr Akele. Nous avons vu le Dr Faustin qui s'occupe de maladies infectieuses et nous avons demandé si on pouvait réhabiliter. Bien sûr qu'ils ont donné leur accord. Nous avons construit le premier bâtiment que vous verrez en fait à l'entrée. Et ce bâtiment-là, aujourd'hui, fait office d'accueil. Et derrière, il y a une salle dedans. Cette salle-là, c'est là où il y a les archives. Donc, vous allez voir qu'il n'y a plus d'archives qu'on voit. Parce que c'est dans une pièce et c'est bien conservé. Donc, ils ont plein de choses là-bas. Il y a la salle de l'accueil où les enfants peuvent entrer sans qu'ils puissent être vus par tout le monde. Les enfants, quand ils arrivent, ils ont un grand jardin, là ils peuvent jouer. La salle de classe, c'est gratuit. Ils ont des jouets, ils ont des coloriages. Donc quand les enfants arrivent, qu'ils soient hospitalisés, VIH ou pas, parce que le but de la salle de classe, ce n'est pas que les enfants vivent avec le VIH. Parce que ça, on va créer encore de division, de rejet au milieu des enfants. Donc on ne sait pas quel enfant qui a le VIH ou celui qui ne l'a pas. Tant que l'enfant est hospitalisé, il a l'accès dans la salle de classe. À l'époque, on avait des dons d'une pâtisserie qui nous donnait les invendus. Et après, vous savez, au Congo, hein, quand une fois que vous avez la grâce d'avoir ça, après c'est tout le monde qui demande la même chose. Après, ça pose problème parce qu'on ne sait plus qui prend, qui n'a pas pris. On a arrêté. On va essayer de revoir avec certaines pâtisseries de la place qui ont ouvert aussi. Et ça nous a permis de voir que ça aidait beaucoup les enfants, de savoir qu'ils peuvent venir jouer quand ils sont malades, ils peuvent venir colorier. Les parents peuvent s'occuper d'autres choses, d'aller faire la lessive, de rentrer à la maison sachant qu'il y a une personne qui est dans la salle. Donc la salle est ouverte de 8h30 à 15h. Une fois que l'hôpital du jour est fermé, ils sont obligés de fermer aussi. Donc pour nous de travailler avec maman Lydiane, je crois qu'elle c'est vraiment cette femme de cœur parce que on n'a pas d'argent, mais je crois que ce n'est pas le montant que les gens donnent qui est important, c'est le geste qui accompagne ce que les gens donnent. Parce qu'avec 5 $, avec 10 $, avec 15 $, si chaque personne contribuait, je crois qu'on n'aura même pas besoin d'aller chez les autorités pour aller quémander au quotidien. Et j'ai l'habitude de dire, nous sommes la voix des sans-voix. Nous sommes la voix de ces enfants qui n'ont personne d'autre que nous. Nous, pourquoi? Parce que nous avons un cahier d'adresse. Nous, pourquoi? Parce que nous sommes des adultes et que nous pouvons aller frapper à toutes les portes, même si certaines se ferment quand on voit nos têtes, en disant ils viennent encore demander. Même si certains pensent que ça nous donne une notoriété parce qu'on nous connaît grâce à ça, c'est qui est faux. Je crois que maman Lydiane travaille bénévolement, elle aurait pu faire autre chose. Elle a autre chose qu'elle fait, mais tout son argent finalement passe pour aider ses enfants. Et quelqu'un m'avait posé la question la dernière fois en disant vous le faites parce que vous attendez quelque chose. Alors je lui ai demandé, ces enfants orphelins que je ne connais pas,
à quel moment ils vont avoir l'âge de devenir ministre pour venir me donner un travail. J'aurai certainement déjà 80 ans. Je ne sais pas si à cet âge-là, on pourra me nommer ministre ou conseiller ou sage. J'ai dit de deux, moi ma dernière fille, elle a 27 ans, elle travaille au Canada. Je n'ai pas un enfant qui viendra ici pour être suivi à Kalembele ou être suivi à Kisangani ou subir une intervention. Mes soeurs, leurs enfants sont grands. J'ai aucun, même chez ma soeur, la dernière fait médecine. Elle ne viendra pas pour être suivie ici. Voilà, donc on le fait avec le cœur. Je crois que parce qu'on est passionné, parce qu'on est humain, parce qu'on est chrétien, parce qu'on se dit, on a d'abord un cœur de mère. Nous sommes d'abord des mères. On sait ce que c'est la douleur d'un parent qui arrive dans un hôpital et qui n'a pas les moyens pour faire soigner son enfant. Et quand on a cette douleur-là, quand on se met à la place, parce qu'il faut avoir cette empathie de se mettre à la place de l'autre. Si tu n'as jamais souffert dans ta vie, tu ne veux pas comprendre la souffrance de l'autre. On est passé par là d'une manière ou d'une autre. Nous ne venons pas tous des familles riches qui sont nées avec une cuillère en or. Parce que même les parents qui sont riches aujourd'hui, leurs arrière-grands-parents n'avaient pas les moyens. Ils n'ont pas fait des études, mais ils ont fait en sorte que leurs enfants puissent le faire. Et je crois que nous qui avons grandi avec nos grands-parents, ils nous ont appris ce que c'est l'amour du partage. Et le partage, c'est un don. Donner, c'est un don. Celui qui n'a pas ce don-là, même s'il est riche, même s'il est pauvre, il ne donnera pas. Donner, c'est un don. Si tu n'as pas ça en toi, tu ne peux pas le faire. C'est vrai que certains le font pour l'argent. Certains le font pour l'argent. Je me rappelle la première fois qu'on est venu à Kalembele, mes docteurs à qui nous avaient fait rire, il y avait des dames en Europe qui avaient pris de l'argent, disant qu'ils travaillaient à l'hôpital de Kalembele, mais ils devaient réhabiliter un pavillon. Ils ont reporté l'argent, ils sont partis. C'est vrai. Dans tout, il y a des vrais, il y a des faux. Donc, je crois que si on dure jusqu'aujourd'hui, c'est parce que quelque part, il y a du vrai, il y a du cœur dans ce que nous faisons, et que Dieu aussi nous accompagne dans ce que nous faisons, parce que ça nous arrive de manquer nous-mêmes. Mais lorsqu'on se réveille le matin, on dit merci à Dieu parce qu'on a le souffle de vie. Et alors le peu qu'il nous donne, si on peut le partager, celui qui donne ne manque jamais. Parce que quand tu donnes, Dieu te redonne encore. Mais si tu donnes par intérêt, même ce que tu as donné, tu as perdu. Lorsque tu donnes en murmurant, tu te maudis toi-même. Mais lorsque tu donnes avec un bon cœur, même la personne qui a reçu tous les jours lorsqu'il prie, il dit, Seigneur, souviens-toi de cette dame-là. Parce que j'aurais pu peut-être partir en vacances avec mes enfants, avec mes petits-enfants. J'aurais pu aller acheter des bijoux en diamant ou en or. J'aurais pu aller manger tous les jours dans un restaurant. Mais lorsque j'enlève mes 10 $, mes 5 $ pour donner à plus de midi, je n'attends pas que ces 2 là demain viennent me redonner. Mais au moins j'ai donné la joie à quelqu'un, j'ai rendu la dignité à une femme, j'ai donné du baume au cœur à une famille et j'aurais donné la vie au fait, hein, parce que lorsqu'on soigne un enfant, lorsqu'on donne à un enfant, on lui donne aussi, on lui redonne la vie, on lui donne l'espoir de vivre beaucoup plus longtemps, de demain se battre aussi pour devenir quelqu'un de bien dans la société. Madame Dani a tout dit. En 2018, je suis venue dans cette classe avec Madame Dani et je ne suis plus revenue de ce côté parce que ma deuxième résidence, c'est la chirurgie. Je m'occupe beaucoup de tout ce qui est chirurgie, malformation congénitale pour faire opérer. Mais je suis émue de voir comment c'est resté propre. Comme elle dit, ils ont fait ce bâtiment en 2017. Je suis venue visiter en 2018 et je ne suis plus revenue. Je tourne toujours à droite, je n'ai jamais tourné à gauche. Je suis très fière de voir ce que Madame Dani fait avec le cœur. Comme elle dit, on le fait avec amour et avec cœur. Si j'aurais pas perdu un enfant, j'aurais pas, peut-être pas aujourd'hui fait ce que je fais. Je connais la douleur des parents qui n'ont pas les moyens de faire opérer des enfants qui naissent avec des malformations
qui grandissent. Il y a des enfants qu'on a opérés de 14 ans. Pendant 14 ans, ils avaient cette souffrance, non pas d'anus, ont des testicules au-dessus. Plein de malformations congénitales. Et tout ça, quand je suis arrivée ici en 2010, je ne laisserai plus mourir un enfant par manque. Je me nomme la mendiante des enfants démunis de Calédonie. Aujourd'hui, on s'est retrouvé avec Madame Dani ici. Franchement, elle fait un travail d'amour. Aujourd'hui, je suis à 1410 enfants opérés gratuitement ici à Calédonie et à Elmas. C'est dans ces 1400, on continue parce que chaque jour, on fait opérer 2-3 enfants. C'est des futurs présidents, des futurs ministres, des futurs médecins, professeurs, tout. L'avenir, c'est l'avenir qui nous dira. Comme dit Madame Dani, on ne sera plus là. Mais au moins, vous les jeunes qui m'ont toujours accompagné, vous allez dire, tiens, cet enfant, on avait pris en charge. Madame Dani avait pris en charge. Maman Liliane a pris en charge. Aujourd'hui, il est ministre, il est autorité. C'est une fierté pour nous plus tard. J'avais trouvé la néo qui était incendie. Il n'y avait plus de couveuse. Les enfants étaient dans une toute petite pièce derrière. C'était dur et triste à voir. Quand moi j'ai vécu 18 ans à Necker, voir la néonatologie où mes enfants étaient, mes jumeaux, j'ai eu mal et j'ai tout réhabilité à la néonatologie, aux soins intensifs, aux soins après les opérations. On a mis des lits avec des matelas confortables. Les parents n'avaient pas d'endroit où dormir, dormaient par terre. On a fait une chambre pour les parents de néonatologie. On a mis des lits superposés pour qu'ils puissent être à côté de leur enfant. Je crois en se tenant la main, on va faire avancer cette pédiatrie qui est la seule pédiatrie de tout le monde. Et c'est important. J'attends, j'ai un terrain ici à Kimpolé de 2 hectares que j'ai mis à la disposition de l'État pour construire la 2e pédiatrie du Congo. J'espère qu'on aura la main sur le cœur, mais que l'État ait la main sur le cœur aussi pour cette construction qui appartiendra à l'État.